Aujourd'hui, vidéo consacrée à ma dernière expérience ciné, hein, en l'occurrence Mad Max Furiosa, le dernier bébé là, de George Miller, hein. Euh, la préquelle de Fury Road sortie en 2015. Alors déjà, voilà, je préfère d'ores et déjà le dire, hein, je partais relativement méfiant à cette séance, hein. D'ailleurs, j'y suis allé en deuxième semaine, hein, parce que ce que j'avais pu voir dans les bandes annonces déjà me faisait un petit peu peur. Voilà, moi, je fais partie de ces sans doute rares, hein, fans de l'univers de Mad Max qui n'ont pas forcément ultra apprécié le Mad Max Fury Road. Alors, euh, je ne remets pas en question les qualités esthétiques de Fury Road, hein, c'était à ce niveau-là une véritable dinguerie, hein. Je ne remets pas en question le montage, parce que effectivement, la mise en scène de George Miller, la photographie, tout ça, c'était quand même complètement ouf. Après, effectivement, il y avait pas mal d'images, voilà, c'était voilà, l'image numérique, hein, un peu plus, voilà. Moi, j'aime bien effectivement parfois le côté granuleux de l'image. Là, on avait une image quand même, pour le coup, belle, hein, sans doute trop belle pour moi. Et après, effectivement, il y avait pas mal de CGI, un peu trop à mon goût. Et puis, c'est surtout voilà, des scènes de plus en plus what the fuck, énormes, comme notamment cette scène dans la tempête, hein, que louent certains, mais que voilà, moi, j'aime pas forcément ce type de surenchère. Et puis, c'est surtout que je trouvais le film voilà, sans véritable scénario, hein. On était sur voilà, un aller et un retour, hein, une course-poursuite qui n'en finissait pas, hein, avec voilà, toujours plus d'action, plus de scènes complètement what the fuck. Et je trouvais que finalement, tout ce que j'aimais moi dans l'univers de Mad Max, on le retrouvait pas forcément dans ce film. Déjà, le background, hein, qui se limitait à pas grand chose, hein, une cité du désert, et puis à peu près tout, hein. Un Max, parce que Mad Max, c'est quand même un personnage principal, hein. Un Tom Hardy qui était, voilà, qui était mauvais dans le rôle de Mad Max, hein. Il avait le physique, il avait la gueule, mais il n'y avait rien d'autre, quoi. Alors, c'est aussi comment le personnage a été écrit, pas par George Miller dans ce film, mais on avait un film Mad Max, mais quelque part sans Mad Max. Et après, à côté de ça, on avait effectivement une Furiosa, incarnée par Charlize Theron, qui était, bon, elle, pour le coup, hyper bien campée, hyper bien écrite, et hyper intéressante à suivre. Mais voilà, donc on avait un Fury Road qui est un film quasiment sans scénario, une course-poursuite interminable, des scènes d'action de plus en plus what the fuck. Euh, et voilà, même si comme tout le monde, je reconnaissais la qualité de la mise en scène, la musique et tout, l'ambiance sonore, j'étais sorti du film en me disant, voilà, c'est pas le film que j'avais forcément envie de voir. Et ça me faisait encore plus regretter l'absence de Mel Gibson, hein. Parce que Mad Max, pour moi, c'était Mel Gibson comme peut l'être Indiana Jones avec Harrison Ford, hein. Et franchement, je faisais partie de ceux qui auraient aimé un film Mad Max avec un Mad Max vieillissant, incarné toujours par Mel Gibson. Et puis, voilà, moi, c'était ce genre de film que j'avais envie de voir. Bon, euh, c'était une nouvelle approche qui a conquis beaucoup de gens, beaucoup de critiques presse, beaucoup de personnes. Donc bon, après voilà, les goûts et les couleurs, c'est chacun, hein. Donc là, voilà, c'était pas forcément ma sensibilité là, ce Fury Road, et pourtant voilà, je suis un fan là, je suis un fan de la saga Mad Max, mais plutôt de celle des années 80. Donc quand j'ai vu les premières bandes annonces de Furiosa, je retrouvais un petit peu tout ce que j'aimais pas forcément dans Fury Road, hein, ce côté un petit peu voilà, de l'action à outrance, une image
ultra propre, ultra numérique, pas mal de CGI, plus ou moins bien fait. Et puis c'est surtout voilà, un film centré sur un personnage dont je n'avais pas grand-chose à cirer en fait. Hein. Autant je reconnaissais qu'il était voilà, hyper intéressant dans Fury Road hein, et en contrepoint d'un Mad Max qui lui était fantomatique, mais j'avais pas forcément envie, je m'en tapais moi de l'histoire de Furiosa. Hein. Donc voilà, c'était une préquelle, un film que je ne déteste pas, hein. Je ne déteste pas Fury Road, mais voilà, c'est un film que depuis 2015, je l'ai vu au cinéma et je ne l'ai jamais revu. Voilà, je l'ai jamais revu. Alors je l'ai acheté en Blu-ray. Je l'ai acheté en Blu-ray dans la version noir et blanc aussi. Et ben, je l'ai jamais vu. Donc je le verrai sans doute, hein, mais bon, j'ai jamais eu voilà, j'ai pas encore eu le désir de le revoir. Mais voilà, si vous écoutez la critique jusqu'à la fin, vous verrez que ça va peut-être changer. Par contre, j'ai revu il n'y a pas très longtemps avec plaisir le premier Mad Max. Alors, moi, la saga Mad Max des années 80, ben, voilà, je la surkiffé. Hein. J'ai découvert la saga Mad Max avec Mad Max 2, bien évidemment, qui est pour moi ben, le meilleur Mad Max. Hein, alors, même s'il y a toute une nouvelle génération voilà, qui pense que Fury Road c'est le Mad Max ultime, pour moi, le Mad Max ultime, c'est déjà un Mad Max où le personnage principal est au niveau, ce qui n'est pas le cas dans Fury Road. Et puis c'est surtout un Mad Max où il y a un minimum d'effort sur le background. Et puis voilà, une histoire voilà, qui est un minimum construite. Et c'était le cas voilà, de ce Mad Max 2 qui était oufissime, qui cochait toutes les cases du chef-d'œuvre. Et tant et si bien que d'ailleurs c'est un film qui a lancé tout un nouveau genre. Hein. C'est un film qui est devenu culte parce qu'il a influencé énormément voilà, d'œuvres par la suite, que ce soit dans le jeu vidéo, voilà, dans la BD, dans le cinéma, dans le cinéma bis. Enfin, c'est un film Mad Max 2 qui a influencé, ben voilà, voilà, qui était transmédia quelque part dans son influence. Hein. Euh, un manga comme Quel le survivant a été façonné par l'univers graphique de Mad Max hein, et de Mad Max 2. Hein. C'est voilà, Ken le survivant, c'est quelque part Mad Max qui fait du kung fu. Enfin, c'est l'influence, je veux dire, ça saute aux yeux. Et d'ailleurs, le créateur, la Tetsuo Hara, de Ken le survivant ne s'en est pas caché. Hein. Après, moi, j'ai découvert Mad Max 3 qui lui bon, ben, est un plaisir coupable hein, qui est bien en dessous de Mad Max 2. C'est un film que j'ai vu pas mal de fois dans les années 90 quand je l'avais découvert sur Canal+. Et ça fait un petit moment que je n'ai pas revu. Donc avec mon ami Gapman, là, on a prévu l'un de ces quatre de se refaire ce Mad Max au-delà du Dôme du Tonnerre avec Tina Turner. Bon voilà, c'est un film qui à l'époque m'avait pas déplu mais m'avait déçu. Pareil, je ne retrouvais plus exactement ce que j'avais surkiffé dans Mad Max 2. Mad Max 1, c'est un film que j'ai vu un petit peu après la guerre, dans les années 90 aussi. C'est un film qui avait une aura qui entourait ce film d'hyper-violence. Et je sais que la première fois que je l'ai vu, j'ai été mais alors, déçu par Mad Max 1. Je sais pas, je m'en étais fait une idée. Et quand je l'avais vu, je m'attendais à voir un film. Voilà, le film qui avait pu donner Mad Max 2, ça ne pouvait être qu'un film de ouf, quoi. Certes, avec peut-être moins de moyens, mais forcément. Alors que vraiment, avec Mad Max 1, on est dans un petit film, une série B avec pas mal d'idées, mais voilà, pour moi, c'est un autre level. C'est pour ça d'ailleurs que
je lis parfois ici ou là des gens mettre en avant que le meilleur Mad Max c'est Fury Road ou le 1 ou Fury Road et après derrière le Mad Max 1. Non, bah non, non. Mad Max 1, c'est un film qui est sympathique, c'est une super série B avec pas mal d'idées, mais objectivement, c'est pas un film ouf non plus. Euh, les personnages sont quand même du coup enfin, que ce soit l'histoire, le traitement des personnages, les décors et autres, voilà, on sent quand même le film artisanal, fait avec pas grand chose, voilà, même le look des motards, tout ça. Voilà, on était vraiment dans. C'était Mad Max 1, c'est un film qui a un charme parce qu'il faut recontextualiser. Hein. Il est sorti fin des années 70 et voilà, il avait une approche très très subversive, très subversive. C'est un film qui pouvait être d'une certaine manière jouissif, mais un peu à la manière, voilà, un peu comme quand on va regarder une série B, du coup on a des attentes qui sont quand même plus basses, et du coup quand on a un film comme ça qui propose quelque chose de très original, même s'il n'a pas forcément les moyens de son sujet, on va être bienveillant. Après effectivement, quand j'ai découvert moi Mad Max la première fois, je m'étais imaginé voir un film voilà, grand spectacle, les débuts là, de la chute de l'humanité dans un voilà et pour tout doucement nous amener vers le futur post-apo de Mad Max 2 et finalement bon on est dans quelque chose de voilà qui en tout cas moi m'avait déçu. C'est un film que j'ai réhabilité par la suite, mais tout en prenant garde de le laisser à sa place, c'est-à-dire ça restait le premier film de George Miller. Hein. Il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, il en était encore, dans ses débuts de scénariste. Il faut savoir que George Miller, c'est quelqu'un qui scénarise tous ses films. Hein. Donc on peut vraiment dire que, voilà, que tous les films de George Miller, ce sont des films d'auteur. Hein. Y compris ces grosses productions, ces gros blockbusters, ça reste des films d'auteur avec sa vision très personnelle. Et c'est après Mad Max 1, surtout quand il est venu aux États-Unis, qu'il a côtoyé d'autres grands noms du cinéma américain comme Spielberg ou Lucas ou autres, qu'il a pu aussi derrière s'aguerrir dans son travail de scénariste. Et ça se ressent d'ailleurs dès le film suivant avec Mad Max 2 où là on voit vraiment le changement de level. Hein. Mais bon voilà, Mad Max 1 c'est un film qui a le charme d'une très très bonne série B. Mais voilà, Mad Max 2, ça c'est mon Mad Max de référence. C'est un film que je ne me lasse pas de revoir de temps à autre. Tout me va dans ce film. Je trouve que c'est un film qui a hyper bien vieilli. J'adore les méchants dans ce Mad Max. J'adore le Mad Max incarné par Mel Gibson. Enfin, je trouve que le film il est vraiment complet à tous les niveaux. L'image de ce Mad Max avec son chien, son intercepteur. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui fait que ce film, voilà, je le surkiffe. C'est un film qui prend pas, voilà, qui monte, qui n'est pas sceptisé, comme on peut le voir aujourd'hui dans les grosses productions. C'est un film qui sait être violent, mais qui n'est pas non plus à outrance. Hein. Enfin voilà, Mad Max 2 pour moi c'est vraiment la référence ultime. Euh, J'avais montré dans une précédente vidéo, alors je ne vais pas apporter le main, mais j'avais fait une impression 3D là de Mad Max. Là. Alors je vais vous la montrer, je vais la chercher, bougez pas. Voilà, j'avais fait une impression 3D là de Mad Max avec son chien. Hein. Donc Mad Max version épisode 2, hein, puisque avec son chien. Voilà, c'était une très très belle impression 3D. Donc j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment, ça fait partie Mad Max des icônes de la pop culture.
comme beaucoup là, de personnages là, des années 80. Et c'est vraiment un personnage que j'adore. Alors, on va revenir bien sûr à Furiosa. Hein. Alors, j'étais allé voir donc Furiosa avec pas mal de réticence et en fait j'ai surkiffé. Furiosa, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre alors c'est vrai que je suis allé avec le frein à main voir ce film et puis le film commence et là j'en prends plein les yeux et je me dis mais, ok, j'entends d'être cueilli là. Puis ça continue, ça se déroule. Je vois que déjà on est dans une autre intention de mise en scène. Là on n'a pas voilà, Fury Road c'est un film qui est presque, enfin, qui aurait presque pu être filmé en temps réel tellement ça va à 100 à l'heure, ça s'arrête jamais. Là, c'est un film qui raconte bien sûr donc l'histoire là de Furiosa, hein, et on commence assez loin hein, puisque le premier segment, parce que le film est segmenté en plusieurs chapitres, hein, il y en a 5 ou 6. Et donc le premier segment, elle est encore enfant, hein, donc je vais pas raconter ce qui se passe, mais bon, voilà, à un moment donné, elle va faire une mauvaise rencontre et puis ça va partir en couille. Mais donc le film est chapitré. Chaque segment, en fait, et ben c'est un peu comme dans un livre. Voilà, c'est chapitré. Donc ça, c'est intéressant parce que chaque chapitre raconte quelque part une histoire dans l'histoire. Donc il y a ça déjà, il y a ce côté plaisant de renouvellement de l'intérêt qui se fait en fait tout au long du film. Hein. Donc ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas forcément, mais qui fait que d'ailleurs que le film qui dure quand même 2h30, hein, on sent pas le temps passer parce que on a vraiment voilà, ce découpage fait que voilà, chaque chapitre raconte une fraction là, de l'histoire de Furiosa qui va petit à petit du coup nous amener vers un final complètement dingue. Alors ça déjà voilà, ce choix là ce choix narratif, j'ai surkiffé. Donc voilà, le film commence, je suis là, oh là là, qu'est-ce qui se passe, je vais pas kiffer quand même. Et puis là, petit à petit, je vois comment dire, c'est comme si au début j'ai ma vision du monde qui est comme ça, et puis plus le film avance, tout l'univers de Mad Max est en train de, voilà, voilà, je me dis voilà, tout ce que j'avais regretté dans Fury Road, je le retrouve dans ce Mad Max. Donc voilà, tout ce que j'avais pas aimé ou regretté dans Fury Road, voilà, dans ce film, voilà, il y a un effort qui est fait tout particulièrement sur le développement de l'univers, des personnages, des différentes factions qui peuvent évoluer ici ou là. Donc on a vraiment, du coup, ce sentiment, malgré tout, de monde vivant dans ce monde post-apo. Et on retrouve quelque part les sensations que l'on avait pu retrouver pour ceux qui avaient joué, par exemple, au jeu PC, la Mad Max, qui était sorti, je crois, en 2015, hein, je crois qui avait dû sortir à peu près en même temps que le film, d'ailleurs, Fury Road. Où du coup, voilà, c'était un jeu en monde quasi ouvert, où on pouvait voilà, évoluer là, d'îlot de vie en îlot de vie. Alors, c'était ultra répétitif, mais c'était voilà, hyper cool. Et on retrouve un petit peu l'esprit là, de Mad Max 2. Et là, dans Furiosa, très rapidement, je retrouve un petit peu ça. Tout ce que j'aimais dans Mad Max 2, j'avais l'impression de le retrouver dans Furiosa, puis en plus avec une histoire finalement ultra prenante, ultra émouvante. Ça c'est pareil, hein, j'avais aussi une crainte avec... j'aime pas trop les changements d'acteurs, parce qu'on est habitué visuellement à un comédien ou une comédienne pour incarner un personnage, et un nouvel acteur, du coup ça change les repères. Alors quand c'est un reboot, c'est pas gênant, mais là c'est pas un reboot, et voilà, je trouvais ça dommage effectivement. Rien que pour ça, je trouvais que c'était pas forcément une bonne idée ce préquel.
Et ben là, finalement, Anya Taylor-Joy, ça passe crème. Hein. Et en fait, on fait même pas cas. Hein, en fait, alors, certes, on sait que, que c'est le même personnage qui va être après incarné par Charlize Theron, mais je sais pas. Ça, ça, ça m'a posé aucun souci, d'autant que voilà, elle est excellente dans ce film. Hein. Elle fait un peu penser d'ailleurs quelque part à Mad Max. Hein. Le fait qu'elle parle très très peu, qu'elle communique énormément par le regard. Enfin, voilà, c'est ça, franchement, une interprétation je trouve de ouf. Après, c'est une actrice qui a vraiment beaucoup de charisme et que j'avais particulièrement apprécié dans Last Night in Soho. Et je crois que c'est d'ailleurs dans, dans ce film-là que George Miller a vraiment eu, on va dire, un coup de cœur et il s'est dit, bon, voilà, c'est cette actrice-là que je veux pour incarner Furiosa. Parce que George Miller ne voulait pas d'effets numériques pour rajeunir les personnages, donc pour lui, cette histoire-là ne pouvait pas être interprétée par Charlize Theron. Ça ne veut pas dire que dans le cadre d'une suite, à Fury Road, il ne pourrait pas de nouveau solliciter Charlize Theron. Mais en tout cas, pour une préquelle, il voulait pas de trichement numérique pour rajeunir un personnage. Et franchement, ça, c'est une idée, c'est une super idée de sa part parce que quand on voit le résultat dans certains films, voilà, franchement, et en plus, ça passe. Voilà. Dans ce film, voilà, voilà, le casting est au top. Hein. Donc voilà, Furiosa, j'ai pris une claqueuse. Voilà, j'y retrouve tout ce que j'aimais dans Mad Max. Donc le travail sur le background, euh, ces paysages, ce, cette envergure cinématographique, cette démesure aussi. Enfin, j'ai trouvé brillant Furiosa. Franchement, c'est le film qu'il fallait pour me réconcilier avec, peut-être même avec Fury Road quelque part. Parce que aujourd'hui, le film Furiosa est décrié par certains, parce que du coup, ils retrouvent peut-être pas les mêmes sensations qu'avec Fury Road, mais en même temps, si on avait eu une préquelle qui singeait Fury Road, forcément, on aurait comparé. Donc moi, je trouve finalement c'est brillant de proposer quelque chose de complètement différent. Et, et du coup, Fury Road ressemble d'ailleurs à un épilogue à ce Furiosa. Hein. Euh, donc je crois qu'il y a 5 chapitres dans Furiosa. Mais quelque part, Fury Road c'est le sixième. Hein. Parce qu'il se passe dans Furiosa énormément de choses. Donc encore une fois, ce découpage par chapitre fait que le film, même s'il dure 2h30, il passe comme une lettre à la poste. Chaque chapitre est hyper intéressant avec une scène, au moins une scène marquante. Voilà. Euh, le fait que Furiosa soit aussi quelque part, même si elle est le fil conducteur de ce film, elle est au milieu d'un chaos entre deux forces qui s'opposent. Que ce soit l'armée de Dementus incarnée par Chris Hemsworth et puis la forteresse et l'armée de Immortal Joe qui pareil ce sont deux forces du chaos qui s'opposent, hein, qui sont semblables sur certains points comme celui de vouloir dominer mais complètement différents dans l'approche. Hein, et c'est là où ça ressemble beaucoup à l'univers de Ken le survivant, c'est que on a vraiment des méchants qui sont vraiment atypiques et qui sont excellents. Hein. Chris Hemsworth dans le rôle de Dementus, moi je l'ai trouvé excellent, hein, avec son armée là, de motards là, quand ils arrivent devant la cité là, de Immortal Joe, j'ai trouvé ça incroyable. Voilà, quand ils font. Et puis l'ambiance sonore dans le film elle est ouf là, quand ils font
tous chauffer les moteurs, là, il y a je sais pas combien de milliers de motards, là. Enfin, le film, il est ultra épique, c'est pareil, ça, je m'attendais pas. J'ai trouvé qu'il y avait, voilà, il est ultra épique, il y a énormément de scènes de fou. Encore une fois, dans ce film, ben, Furiosa, ben, voilà, même si elle est le fil conducteur, ben, parfois ben, elle navigue ici ou là, elle a cette quête de vengeance en elle, mais, euh, mais elle évolue dans une histoire encore plus grande qu'elle-même. Enfin, j'ai trouvé le film vraiment euh, voilà, démentiel, hein. Après, le film était critiqué ben, aussi ben, voilà, sur le personnage donc, de Dementus incarné par Chris Hemsworth. Euh, Moi, j'ai trouvé qu'il était excellent. J'aime effectivement ce côté géant, pathétique. Bah, encore une fois, hein, ça rappelle un peu le manga Ken le Survivant, où parfois il y avait ces leaders qui pouvaient être un peu abrutis, mais en même temps qui, voilà, hyper dangereux, hyper violents. Ben, voilà, Dementus, c'est ça. Euh, c'est une autre forme de, enfin, de méchant, hein. On a d'un côté, ben, effectivement, Immortal Joe, ben, lui, il impose, il s'impose ben, par une forme on va dire d'autorité. Voilà, Immortal Joe, c'est quelqu'un qui s'impose par la force, par la menace. Tous les gens qui évoluent autour de lui, en dessous de lui, bon, bah, le craignent, hein, ils sont prêts à risquer leur vie, mais c'est un tyran. Immortal Joe, c'est presque une créature diabolique, démoniaque, hein. Et, et d'un côté, on a voilà, un Chris Hemsworth qui lui incarne un personnage qui est complètement différent, qui a ce côté un petit peu fou, un peu, voilà, qui peut être dangereux, mais en même temps, à un moment donné dans le film, il y a un de ces soldats qui l'envoie péter, il lui demande un truc, il l'envoie péter, et il lui fait comprendre que lui, il dépend d'un des généraux là, de Dementus. Euh, bon ben voilà, là à un moment donné dans le film, on se dit, bon voilà, dans cet univers-là, et ben, le mec il va forcément se faire dégommer par Dementus, que je veux dire, il peut pas lui parler comme ça et s'en tirer comme si de rien n'était. Et pourtant c'est ce qui se passe, parce que effectivement, euh, il incarne un personnage qui assoit son autorité, mais pas forcément comme pourrait le faire Immortal Joe en exécutant toute forme d'opposition. Non, non, il, il s'impose aux yeux de ses troupes ben, parce que ben, quand il leur demande d'aller au combat, ben, il est au combat avec eux. Et puis surtout, il partage tout ce qu'il gagne. Donc voilà, c'est une autre forme de menace à laquelle est exposé Furiosa, mais on a un autre modèle de leader là, de ce monde chaotique. Et j'ai trouvé ça intéressant, cette opposition entre ces deux forces là. Euh, et ça, je ne m'y attendais pas. Voilà, je m'attendais à un film avec une histoire beaucoup plus simpliste. Alors qu'en fait, bah, il se passe énormément de choses. À côté de ça, en plus, on a une ambiance sonore au cinéma. Voilà, le film, encore une fois, voilà, je reparais cette scène où quand Dementus et son armée arrivent devant la citadelle d'Immortan Joe, là, quand ils font chauffer leur moteur, ça donne vraiment des frissons. Mais voilà, l'ambiance sonore, elle était complètement dingue. La musique, bon, je peux pas dire que j'ai retenu de thème en particulier, mais elle accompagne parfaitement le film, hein. Jackie XL a fait un travail tout à fait honorable, hein. Alors certes, j'ai pas de thème qui me reviennent particulièrement, mais je sais que dans le cadre de mon expérience cinéma, j'ai apprécié, j'ai apprécié cette musique et comment elle relevait des moments, notamment d'émotion. Donc rien à dire au niveau de la musique. Euh, c'est un film qui emprunte donc beaucoup à Mad Max 2 dans ce développement là du background. Dans le film, on doit voir à un moment donné 3, 4, voire même 5 lieux de vie différents. Euh, et c'est aussi un film qui emprunte à Mad Max 1 dans son approche au niveau de la violence. Euh,
dans Mad Max 2, effectivement, il y avait pas mal de violence et c'était. Et puis on le voyait aussi à l'image. Alors que dans Mad Max 1, par exemple, il y a beaucoup de violence, mais il y en avait très très peu de visuellement mis à l'image. Euh, quand, quand la femme et l'enfant là, de Max se font percuter par les motards, c'est quelque chose qui est filmé hors champ, on le voit pas. On voit juste sur la route une chaussure et une balle qui tombe et qui roule. Euh, et puis c'est un petit peu pareil voilà, dans toutes les scènes violentes de Mad Max 1, c'est que de la suggestion. Quand à un moment donné on a les deux flics là, qui arrivent sur le lieu où un jeune couple se sont fait agresser par le gang de motards et on retrouve la jeune femme à moitié dénudée et, et attachée avec une laisse, une chaîne en métal. Voilà, on se doute bien ce qui malheureusement a dû se passer, mais rien n'est montré dans le film, tout est dans la suggestion. Et c'est un film qui d'ailleurs Mad Max 1 était malin sur cet aspect-là, c'est un film quand on voit Mad Max 1, on ressent toute la violence du film, hein, et parfois ça pouvait être relativement malsain. Mais finalement, on se rend compte qu'on ne voyait quasi. Enfin, rétrospectivement, quand on repense au film, finalement, on ne voit pas les scènes. Quand Max va voir son ami à l'hôpital qui s'est fait quasiment carboniser, on voit l'horreur, on s'imagine l'horreur, dans quel état peut être son ami, mais en fait, ce qu'on voit, c'est uniquement Max qui tire voilà, un rideau derrière lequel est son ami dans son lit d'hôpital. Et on voit son regard complètement effaré parce qu'il est en train de voir, mais on ne le voit pas directement. Donc dans Mad Max 1, voilà, il y avait pas mal de violence. On peut considérer que voilà, on disait dans l'hyperviolence un petit peu à la manière d'un orange mécanique, mais la violence n'était pas exprimée à l'écran. On ne la voyait pas, elle était suggérée. Et quelque part dans ce Furosa, ben on renoue un petit peu avec cet aspect-là que l'on n'avait pas forcément enfin qu'on n'avait pas dans Fury Road, hein, et qu'on n'avait pas non plus dans Mad Max de la Dame du Tonnerre, ni même dans Road Warrior, hein, le 2. C'est-à-dire que, alors, bien évidemment, il y a des scènes d'action, il y a de la violence, il y a des morts qui résultent de ces scènes d'action, mais ce ne sont pas forcément des morts qui sont impactantes émotionnellement parlant. Par contre, toutes les scènes qui ont un impact émotionnel sont suggérées. Le viol de Furiosa par un des enfants là, de Immortan Joe, ça c'est quelque chose qui est suggéré dans le film. Il y a pas mal de scènes comme ça où finalement on nous dit pas les choses. Et, en tout cas, on ne nous les dit pas directement. Il y a, comme me dirait voilà, certains youtubeurs, il y a une narration visuelle qui fait que c'est le regard que l'on va poser qui va nous permettre de parfois dénouer des clés, des clés narratives. C'est-à-dire qu'on va comprendre des éléments du scénario, des éléments qui vont expliquer certains comportements de personnage parce que l'on va voir. Par exemple, Dementus, pendant tout le film, on le voit avec un petit ours en peluche qui est accroché sur lui, hein, qui ne quitte jamais. Et voilà. Tout ça, c'est dans la suggestion. Alors, à un moment donné, on comprend dans le film que il a, comme Furiosa, dû être confronté à un moment donné à une perte tragique, hein, et qui l'aura sans doute amené, bon, bah, du coup, à complètement perdre pied et puis à devenir cette machine du chaos comme on le retrouve dans le film. Mais voilà, ça nous est pas dit littéralement. Et quelque part, finalement, le personnage prend encore plus d'épaisseur. C'est le paradoxe, c'est que on nous en a quasiment rien dit, et pourtant le personnage paraît du coup beaucoup plus travaillé, beaucoup plus développé que si
à un moment donné, il s'était expliqué sur le drame auquel il avait été confronté, machin, et comment il est, et ce qui avait pu l'amener à aujourd'hui être à la tête d'une armée de motards complètement dégénérée. Mais en fait, c'est ça, c'est la force de George Miller, c'est de réussir à développer des personnages, mais voilà, par l'image, hein, par la narration visuelle et par la suggestion. Un peu comme pourraient le faire certains écrivains. Hein. Moi, j'adore David Gemmell. C'est un écrivain qui a cette capacité de pouvoir être ultra visuel dans ses romans. Quand vous lisez un roman de David Gemmell, vous avez l'impression de voir tout ce qui se passe. Il y a une lecture qui est ultra visuelle de, de tous les événements auxquels sont confrontés les personnages, des lieux dans lesquels ils évoluent. Alors que finalement, si vous faites un travail juste sur son écriture, en fait, il n'écrit rien. Mais voilà, il y a la suggestion, et qui fait que finalement, du coup, c'est plus visuel que si j'avais pris le temps de tout décrire, de tout montrer, de tout expliquer. Voilà, Georges Miller, c'est quelqu'un qui ne surexplique pas tout. Et ces films d'ailleurs sont hyper intéressants dans le cadre de second ou troisième visionnage parce que il y a tout un tas d'éléments que l'on va découvrir qu'on n'a pas forcément perçus. Donc là j'ai vu Furiosa, je le reverrai, ça c'est clair, je le reverrai même, peut-être même sans doute au cinéma une nouvelle fois, mais j'ai cru comprendre que George Miller envisageait, un peu comme Fury Road, de le remonter en version noir et blanc. Et ça peut être hyper classe, notamment pour gommer peut-être certains effets numériques, parce que bon, le film n'est pas parfait, hein. Il est ouf techniquement, mais il y a effectivement certains effets numériques, certains CGI qui peuvent ressortir. Et du coup, un joli noir et blanc, ça peut atténuer, gommer ces petites imperfections CGI. Et puis encore une fois, voilà, le noir et blanc, parfois c'est plus coloré, c'est plus visuel que la couleur. Hein. Euh, donc voilà, Furiosa, que ce soit la musique, l'ambiance sonore, l'histoire chapitrée, j'ai trouvé que c'était une dinguerie. Voilà, c'est tout ce que j'aime de Mad Max. Et c'est d'autant plus rafraîchissant que, comme je l'ai dit en introduction, c'est un film. J'avais énormément d'a priori, de préjugés. J'y suis allé parce que voilà, c'est un Mad Max, donc il faut que j'aille voir le Mad Max. Quoi. Mais je n'avais pas trop d'espoir. Voilà, n'ayant pas trop apprécié Fury Road, j'avais peu d'espoir qu'un film qui en soit la préquelle voilà, rattrape ce que je n'aimais pas dans Fury Road. Mais en fin de compte, c'est ce qui s'est passé. J'ai adoré ce film. Et encore une fois, je le redis, hein, c'est quelque part, voilà, Fury Road, hein, long épilogue de Furiosa. Et appréhendé de cette manière-là, ça me donne envie là d'assez rapidement revoir Fury Road, hein, tant que j'ai bien Furiosa en tête, parce que il y a une forme de continuité naturelle, et du coup, les deux mis bout à bout, ça forme un tout qui est beaucoup plus intéressant, parce que ces éléments de contexte qui sont apportés par Furiosa à Fury Road, ce développement du background, y compris pour Immortan Joe, c'est tout ce qui manquait, je trouve, dans Fury Road. Et voilà, c'était le maillon manquant à cette chaîne là pour de nouveau voilà, m'attacher aux chevilles là, de George Miller. Donc voilà, moi Furiosa, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu là depuis un bon moment. L'un des meilleurs films que j'ai vu depuis le début de l'année. Alors j'en ai vu quelques-uns et j'en ai vu certains de plutôt pas mal. Hein. La planète des singes était pour moi un super film hein, avec pas mal de défauts, mais ça reste un super film. Euh, Godzilla Minus One, ça c'était une dinguerie dans son genre. Hein. Civil War, c'était ouf également dans son genre.
Mais Furiosa, par rapport à tout ce que j'aime moi dans le cinéma, par rapport à ma propre cinéphilie, ben, voilà, c'est sans doute le film que j'ai. Ah, c'est difficile, hein, parce que ce sont des films avec un genre différent, mais mon cœur balance. C'est un film que j'ai de suite envie de retourner voir, hein, donc franchement, je vous le recommande. C'est un film qui se vote au box-office. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Ça, c'est vraiment le paradoxe, mais d'un autre côté, on vit dans une société où il y a une forme quand même de moutonite, hein, c'est-à-dire que si le film, dès le départ, il n'y a pas un engouement qui se fait dessus, qu'il n'y a pas une hype naturelle qui se fait dessus, ben voilà, aujourd'hui, le succès d'un film repose vraiment sur la manière dont il est vendu, hein. Donc le sales marketing d'un film, c'est hyper important, hein. On l'a vu avec les derniers Tom Cruise, hein. Top Gun, il a fait un truc de ouf. Il y a une hype qui s'est faite, et puis après tout le monde avait envie d'aller voir ce film, hein. Ça n'a pas été le cas pour son dernier Mission Impossible, qui était pourtant excellent. Et en fait, on se rend compte que ça tient à pas grand chose. L'an dernier, c'était Oppenheimer et Barbie qui se sont auto-stimulés et ont passionné et ont fait voilà, exploser le box-office. Alors que, en tout cas, voilà, Oppenheimer, c'est pas un film que moi j'avais envie d'aller voir, et Barbie, j'ai trouvé nul à chier. Mais voilà, c'est un succès au box-office aujourd'hui. Ben, il faut trouver, faut réussir à créer une hype et, et un engouement pour que. Mais bon, après voilà, Furiosa, c'est pas non plus un film. Voilà, c'est pas un film grand public. Dès le départ, c'était quand même un projet quand même relativement risqué, parce que je crois que c'est un film à quelque chose comme 180 ou 185 millions de dollars de budget. C'est sans doute beaucoup trop pour un film comme celui-ci, qui ne va pas attirer les enfants, qui va peut-être pas attirer beaucoup de public féminin non plus. C'est un film quand même quelque part un peu de niche. C'est pour ça que voilà, c'est Mad Max 2 aussi, quelque part c'était une série B avec un peu plus friqué que Mad Max 1, mais c'est pas des films qui peuvent faire normalement du 700 ou du 800 millions de dollars, ni même du 500 millions, parce que finalement ça s'adresse vraiment à la minorité malgré tout de personnes, hein. Donc je pense que dès le départ, la démesure du projet faisait que il était quand même plus ou moins voué à un certain échec, mais peut-être pas à l'échec comme on est en train de le voir là, hein. Je crois qu'il a même pas encore fait 100 millions de dollars à l'international. Il a dû sortir pourtant à peu près partout. Donc c'est quand même. Ça va faire un gros bid. Et finalement, c'est quand même assez dommage, parce que voilà, c'est un film qui m'a subjugué, qui m'a réconcilié avec le cinéma de George Miller. Et là, je suis comme un fou. Là, j'aurais eu envie de voir du coup la préquel avec Mad Max comme il l'envisage. Peut-être pour me réconcilier avec cette nouvelle itération là, du personnage. Et ben, peut-être que tout va être remis en question avec cet échec au box-office de Furiosa. Mais il n'en demeure pas moins que maintenant, avec ce film-là, plus Fury Road, on a vraiment un tout. Et pour moi, on a une expérience qui est vraiment complète. Ce que je n'avais pas eu voilà, encore une fois, hein, Fury Road, pour moi, c'est un film qui était incomplet. Il manquait trop de choses pour que ça en fasse pour moi un grand film. Mais voilà, maintenant, il y a Furiosa qui a rempli ce vide. Si vous aimez comme moi les films post-apo, hein, je pense que dans pas si longtemps que ça, je vais faire une vidéo là pour présenter ce super ouvrage là, de Claude Gaillard. Claude Gaillard, c'est un master, hein. Il fait que des bouquins de ouf là, et il y en a un que j'attends là, qui était en précommande là sur. Je crois que c'était sur KissKissBankBank en financement participatif, sur un recueil sur tous les films là,
d'heroic fantasy, hein, des gros blockbusters au sombre nanar. Moi j'adore ça. Mais donc c'est un écrivain qui écrit énormément sur le cinéma et notamment sur le cinéma de genre. Et il a fait toute une petite série comme ça là, de beaux livres là qui ressemblent à des vieilles cassettes vidéo. Et à chaque fois c'est sur des thèmes différents. Donc là c'est sur les univers post-apo. Donc bien sûr ça parle de Mad Max et ça parle bien sûr de tous les autres films qui sont sortis dans le genre, notamment voilà, New York 97, et puis il y a bien sûr tous les pastiches italiens, machin, enfin voilà. Je ferai une vidéo plus complète là sur ce livre, mais si vous aimez voilà tout ce qui est tous les films là, post-apo, y compris même les séries B fauchées, ce livre là il vous le faut, hein, c'est une petite dinguerie. Et bien écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo, sans doute trop longue, hein. En tout cas, Mad Max Furiosa, c'est vraiment un chef-d'œuvre. J'ai pris une sacrée claque. J'espère que à mon niveau, pour ceux qui avaient peut-être une petite hésitation, une petite réticence à aller voir ce film, si comme moi vous êtes fan de la trilogie des années 80 et que vous avez été un petit peu orfoyé par le Fury Road, je pense que ce film-là, il devrait vous réconcilier avec Fury Road et vous amener même aussi à le reconsidérer et puis aussi à redonner votre confiance à George Miller, qui m'avait un petit peu perdu avec ses derniers projets, y compris là, le dernier là, avec le génie, là, 3000 ans à t'attendre, que j'avais trouvé franchement pas terrible et très barbant. Encore une fois, voilà, la mise en scène c'est une chose, mais après l'histoire c'en est une autre, et j'avais pas du tout accroché à ce film là avec Idris Elba. Mais en tout cas voilà, Furiosa, c'est ouf les amis, c'est une dinguerie. Et bien écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo.